Le monde du Carnien n'était pas une planète bleue hospitalière, mais un théâtre de contrastes dicté par la forme de la planète et surtout par la configuration de ses continents. Presque toute la Terre émergée était réunie en un seul bloc, la Pangée, un supercontinent qui s'étendait sur des latitudes immenses et occupait une portion démesurée de la surface terrestre. Au-delà de ces marges, il n'existait pas l'idée d'un autre continent vers lequel s'échapper. Tout autour dominait un super-océan, la Pantalassa, et vers les bordures s'ouvrait une mer plus restreinte, la Thétis, découpant côtes, golfes et plateformes peu profondes. Sur cette carte, la vie ne se distribuait pas comme dans un monde fragmenté en archipels et mers intérieures. Elle se distribuait selon la tyrannie d'une masse continentale immense qui modifiait vent, température et humidité. Dans la vie quotidienne du Trias tardif, la chaleur était une constante. Sur un continent aussi vaste, la terre ferme se réchauffait facilement et conservait cette énergie pendant de longues périodes, tandis que l'intérieur restait éloigné de l'effet modérateur de l'océan. L'humidité ne se répartissait pas de manière homogène. Elle s'accumulait sur les marges où la mer pouvait alimenter les nuages et se perdait vers l'intérieur où le sol s'asséchait et l'air devenait plus rude. Dans de nombreux endroits, le paysage était dominé par la roche à nu, les sables, des sols pauvres et une végétation clairsemée. Ce n'était pas un monde sec à cause d'une mauvaise saison. C'était un monde sec parce que le système était construit ainsi. Cette inégalité alimentait l'une des caractéristiques les plus marquantes du Carnien, les méga-moussons. La physique était simple et implacable. À certaines périodes de l'année, l'intérieur continental se réchauffait à tel point qu'il générait d'énormes différences de pression par rapport à l'océan. Ce contraste attirait l'air humide des côtes vers le continent, comme si la Pangée respirait avec violence. L'air chargé d'eau n'arrivait pas comme une brise, il arrivait comme une masse humide pénétrant dans un environnement déjà brûlant. Le résultat était une saison des pluies intenses, parfois brutales, qui déversaient de l'eau avec une énergie qu'il serait aujourd'hui difficile d'imaginer. Mais le détail décisif était le suivant. L'existence de moussons puissantes ne transformait pas l'ensemble du continent en un paradis verdoyant. Dans un système d'extrêmes, l'eau pouvait arriver comme un choc puis se retirer, laissant derrière elle un territoire qui se desséchait de nouveau rapidement. Dans ce climat, le relief jouait un rôle décisif. Près du centre de la Pangée s'élevaient de vastes chaînes de montagnes, longues et hautes, une sorte de colonne vertébrale qui divisait le continent en différents domaines. Ces montagnes ne séparaient pas seulement des régions, elles séparaient des atmosphères. Lorsque l'air humide montait le long d'un versant, il se refroidissait et perdait une partie de sa charge en eau. De l'autre côté s'étendait une ombre pluviométrique, un territoire qui recevait beaucoup moins parce que les nuages s'étaient déjà déchargés avant de franchir la barrière. Sur un continent immense, ces ombres n'étaient pas de minces bandes. Elles pouvaient devenir de véritables provinces d'aridité, des zones où l'eau n'arrivait pas régulièrement ou arrivait affaiblie, tard et mal. De plus, le relief influençait la circulation de ces méga-moussons, les rendant moins prévisibles, comme si le climat devait contourner un obstacle gigantesque sur son chemin. C'est pourquoi l'intérieur équatorial de la Pangée était, pour la majorité des êtres vivants, un lieu pratiquement invivable. Il ne s'agissait pas seulement de désert, c'était désert plus chaleur, plus variabilité tout à la fois. La distance à la mer réduisait l'apport d'humidité durable et le sol perdait facilement son eau, de sorte que de vastes étendues se situaient près de la limite du tolérable. La vie ne disparaissait pas complètement, mais se trouvait restreinte à l'essentiel, micro-environnement, marge de rivières temporaires, refuge dans les vallées, zone où la géologie permettait de retenir l'eau plus longtemps. Dans cet intérieur, survivre signifiait avant tout résister, résister à la chaleur, à la sécheresse et à l'incertitude du retour des pluies. En revanche, les bordures du continent offraient un autre type d'opportunité. La proximité de l'océan adoucissait les températures, apportait de l'humidité et stabilisait en partie le régime saisonnier. Les côtes et certaines régions méridionales pouvaient soutenir des écosystèmes plus complexes, car l'eau n'y était pas seulement un événement saisonnier, mais une présence plus régulière. Là, les rivières avaient davantage de chances de maintenir leur débit. Les plaines alluviales pouvaient nourrir une végétation plus dense, et les animaux trouvaient des voies de déplacement sans rester piégés dans une sécheresse interminable.
Dans un monde gouverné par les extrêmes, ces bandes côtières étaient plus qu'un paysage. Elles étaient des corridors de vie, des ceintures où la diversité pouvait se maintenir et où les expériences évolutives avaient davantage de chances de prospérer. Cette différence entre côte et intérieur façonnait toute la biologie de la période. Prospérer ne signifiait pas conquérir le centre du continent, cela signifiait maîtriser les marges, les bassins, les corridors où l'eau apparaissait avec une fréquence suffisante. La saisonnalité imposait des rythmes, des périodes de croissance et de reproduction associées à l'humidité et des phases de stress liées à la sécheresse. La végétation devait être résistante. Les animaux devaient être opportunistes, capables de se déplacer, d'attendre, d'économiser l'énergie et de profiter des fenêtres d'abondance avant que le climat ne se resserre à nouveau. Sur un continent qui pouvait être généreux pendant une partie de l'année et hostile le reste du temps, la vie s'organisait comme si elle anticipait toujours le prochain changement. Bien que le Carnien soit souvent décrit comme une étape relativement normale du Trias, cette normalité était trompeuse. Normal signifiait que la planète avait déjà accepté un régime d'extrême, chaleur élevée, aridité étendue, mousson violente et un continent qui amplifiait les contrastes. La stabilité apparente cachait un équilibre délicat. Dans un système aussi tendu, il suffisait de tourner légèrement quelques boutons, comme la température globale, la circulation des vents ou l'humidité disponible, pour provoquer un grand saut climatique. Le plateau était prêt à réagir violemment si quelque chose le poussait. De plus, la vie vivait encore sous le contre-coup d'une catastrophe antérieure. La grande crise biologique de la fin du Permien s'était produite des millions d'années auparavant. Mais ces effets restaient présents sous la forme d'une lente reconstruction du monde vivant. De nombreuses niches s'étaient vidées, puis se remplissaient de façon nouvelle. Des lignées survivantes s'étendaient et testaient leurs limites, d'autres reculaient ou disparaissaient, et la compétition se réorganisait selon des règles différentes. Le Trias était, en ce sens, un laboratoire à ciel ouvert. La récupération se poursuivait et la planète était encore en train de décider quelle combinaison de vie et d'environnement allait dominer. Dans les marges côtières et dans les secteurs moins durement touchés, cette réorganisation devenait visible. Les communautés s'établissaient, gagnaient en complexité et exploraient des modes de vie que la planète permettait alors. Au cœur de cette récupération commençaient à se distinguer des lignées qui, avec le temps, deviendraient les protagonistes d'ères futures. Certaines étaient encore minoritaires et semblaient à peine une note de bas de page dans un monde dominé par d'autres groupes, mais elles étaient déjà là, profitant des marges habitables de la Pangée et testant leur place sur la carte écologique, y compris les dinosaures. La piste géologique, l'épisode visible dans les roches. Au Carnien, le changement ne se rappelle pas par des mythes ni par des chroniques, mais par quelque chose de plus froid et de plus fiable. Une couche de terre sur une autre, car chaque inondation, chaque sécheresse et chaque rupture climatique laisse une signature qui, avec suffisamment de patience, peut être lue. Et l'événement pluvial carnien est devenu célèbre précisément pour cette raison, parce qu'il n'apparaît pas comme un détail local, mais comme une anomalie répétée dans des archives différentes, séparés par des mers anciennes et par des milliers de kilomètres, mais synchronisés par un même type de perturbation environnementale. Le premier indice est presque visuel, même pour un œil non entraîné. Dans de nombreux bassins du Trias supérieur, la normalité antérieure tendait à produire des dépôts rougeâtres, associés à des environnements plus secs, avec des sols oxydants et une sédimentation typique de climats arides ou semi-arides. Soudain, cette continuité est interrompue. Apparaissent des intervalles avec des boues grises, des couches plus riches en matière organique, des sédiments de rivières plus actives et des signes d'un paysage où l'eau n'était plus un visiteur saisonnier mais un facteur dominant pendant des périodes prolongées. En Europe, par exemple, cette irruption de faciès plus humides au sein de séquences marquées jusque-là par l'aridité attire l'attention depuis des décennies, bien avant que le pourquoi global de l'épisode ne soit pleinement compris. Mais la géologie se contente rarement d'une seule preuve. Ce qui rend l'événement pluvial carnien si solide, c'est qu'il ne dépend pas d'un seul type d'indice, mais d'un ensemble qui s'emboîte comme les pièces d'un mécanisme. L'une de ces pièces est le type de sédiment qui atteint les bassins. Lorsque les pluies s'intensifient, les rivières changent de personnalité,
Les débits augmentent, l'érosion s'accentue, des matériaux plus grossiers et moins matures sont arrachés et déposés rapidement. En d'autres termes, un climat plus humide injecte généralement des vagues de siliciclastique, sable, limon et gravier, dans des zones où dominaient auparavant des dépôts plus calmes ou même des systèmes carbonatés. Cela est particulièrement important dans les régions liées à l'ancien Tétis, car les archives y montrent une relation récurrente entre l'épisode humide, l'augmentation des apports continentaux et la crise de certains environnements marins peu profonds. Une autre preuve est le sol, mais pas le sol moderne, les paléosols, les sols fossiles. Un paléosol peut parler de pluie sans dire pluie, car il se forme lentement et conserve la chimie et la structure de l'humidité disponible. Lorsque les précipitations dépassent clairement l'évaporation pendant de longues périodes, le sol se modifie, se lessive, développe des horizons spécifiques et, parfois, conserve des traces de saturation et d'engorgement. En fait, les données scientifiques montrent une abondance généralisée d'ambre dans certains paléosols, liée à des conditions où les précipitations excédaient l'eau évaporée. Et l'ambre mérite une place à part, car c'est un indice presque cinématographique. Il ne s'agit pas seulement de trouver de la résine fossilisée, mais de comprendre ce que son abondance implique. Des forêts soumises à un stress, des changements environnementaux favorisant la production de résine et des paysages où cette résine pouvait s'accumuler et se conserver dans des sédiments appropriés. La littérature scientifique le résume par un fait frappant. Une grande partie de l'ambre triasique connue provient du Carnien et est discutée comme faisant partie d'un ensemble de signaux cohérents avec une pulsation humide à grande échelle. Vient ensuite l'évidence que l'on n'examine pas à la loupe mais à la carte, l'érosion. Lorsqu'un régime de pluie s'intensifie réellement, il ne se contente pas de déposer des sédiments, il arrache aussi ce qui était déjà en place. Des formations où les pluies auraient érodé les sédiments jusqu'à exposer le basement roc. Les roches du socle généralement enfouies bien en dessous de couches plus jeunes. L'idée est claire, même si l'expression est hyperbolique. Pour enlever autant de matière, il faut un moteur hydrologique exceptionnellement agressif pendant très longtemps. Sur le terrain, cela se traduit par des surfaces d'érosion marquées, des chenaux incisés, des ensembles sédimentaires tronqués et remplacés par d'autres, comme si le paysage avait été sculpté à coups répétés. Jusqu'ici, tout cela ressemble à des preuves d'eau, mais l'événement pluvial carnien se trahit aussi par des preuves de quelque chose de plus abstrait, la chimie du carbone. Quelque chose a injecté du carbone léger dans le système atmosphère-océan-biosphère et cette perturbation est restée enregistrée dans les carbonates, la matière organique et le bois carbonisé. Cette synchronie entre le début de l'humidité anormale et la perturbation du carbone est l'une des raisons pour lesquelles le CPE est traité comme un événement global et non comme une rareté régionale. Ce qui est fascinant, c'est que ces lignes de preuve se renforcent mutuellement. S'il n'y avait qu'un changement de couleur dans les roches, cela pourrait être un phénomène local. S'il n'y avait qu'un pic chimique, on pourrait discuter de sa portée. Mais lorsqu'apparaissent des faciès plus humides, une augmentation des apports continentaux, des paléosols compatibles avec des précipitations accrues, des signaux de production massive de résine, une érosion intense et en plus une perturbation du carbone qui se répète dans différentes régions, l'interprétation cesse d'être arbitraire et commence à paraître inévitable. Le système climatique du Carnien a changé de régime. Malgré tout, il existe une nuance importante qu'il convient de clarifier dès maintenant, car elle évite un piège narratif. Le surnom populaire de « il a plu sans s'arrêter pendant 2 millions d'années » est utile pour transmettre l'échelle, mais ce n'est pas la manière la plus précise de se le représenter. Même dans le texte que tu as partagé, il est précisé que le caractère perpétuel est probablement exagéré et que la vision la plus réaliste consiste à imaginer des taux de précipitation bien supérieurs à la normale, avec des épisodes de pluies extrêmes intercalés et des régions ayant pu se comporter de manière inégale. Cette précision est essentielle car le registre géologique se présente aussi généralement ainsi, non comme une pluie uniforme, mais comme des intervalles où le système devient instable, alterne des pulsations, réorganise les rivières, réécrit les côtes et laisse une séquence d'impacts cumulés. En fait, le mystère historique même du CPE était le suivant. Pendant longtemps, on savait que le Carnien avait connu des renouvellements biologiques et des anomalies sédimentaires. Mais il manquait un récit d'ensemble capable de relier toutes les données et les preuves.
Avant que l'épisode pluvial ne soit proposé, les scientifiques reconnaissaient déjà que des mortalités et des changements importants avaient eu lieu durant le Carnien, mais ils ne disposaient pas d'un moteur convaincant pour les expliquer. L'épisode pluvial n'a pas inventé les signaux, il les a connectés, leur a donné une chronologie commune et les a transformés en une histoire climatique cohérente. Wrangellia, le déclencheur volcanique. Mais pourquoi l'événement pluvial carnien s'est-il produit? Parce que pour qu'une planète qui fonctionnait jusque-là sous un régime de chaleur, d'aridité et de moussons extrêmes se transforme soudain en un monde d'humidité anormale, il faut quelque chose qui ne soit ni local ni progressif. Il faut un interrupteur global. L'hypothèse qui domine aujourd'hui l'explication de l'événement pluvial carnien désigne un protagoniste géologique qui ne se situait pas au centre de la Pangée, mais sur ses marges océaniques. La province ignée de Wrangellia, un épisode de volcanisme massif capable d'injecter dans l'atmosphère d'énormes quantités de gaz sur un laps de temps relativement court, modifiant la température, la circulation et, par extension, le cycle de l'eau. Pour imaginer Wrangellia, il faut abandonner l'image du volcan classique, avec son cône et sa fumarole. Une grande province ignée ressemble davantage à une fissure gigantesque dans la croûte ou à une région où le magma trouve des voies ouvertes et s'écoule encore et encore, accumulant des couches de basalte jusqu'à construire une épaisseur comparable aux étages d'un immeuble. Ce style d'éruption a une conséquence clé. Il ne dépend pas d'une explosion ponctuelle, mais de pulses répétés pouvant se maintenir pendant des centaines de milliers d'années et par moments s'accélérer comme si le système devenait incontrôlable. À l'échelle de la Terre, c'est largement suffisant pour modifier le climat. Le lien avec le Carnien n'est pas un caprice narratif, il repose sur une coïncidence temporelle et surtout sur le type de signature que laissent ces épisodes. L'événement pluvial carnien est généralement situé autour de 234 millions d'années avant le présent, avec une durée approximative de 2 millions d'années. Dans ce même cadre temporel, les coulées basaltiques associées à Wrangellia apparaissent comme un candidat naturel pour expliquer un saut climatique d'une telle ampleur. Précisément parce que les volcans sont corrélés à des épisodes de réchauffement, de crises environnementales et de réorganisation biologique. Mais l'enjeu n'est pas seulement de dire « il y a eu des volcans ». L'enjeu est de savoir ce qu'ils ont libéré et à quelle vitesse. L'idée centrale est que Wrangellia aurait libéré du CO2 en quantité massive, augmentant la concentration des gaz à effet de serre et poussant la planète vers un état plus chaud. Et lorsque la planète se réchauffe, l'eau ne reste pas immobile. Elle s'évapore davantage, circule davantage et revient davantage. Dans le texte que tu as partagé, cela est résumé de manière directe. L'augmentation du CO2 aurait accéléré de façon extrême le cycle hydrologique et surchargé l'altération continentale, et l'on souligne non seulement la quantité, mais aussi la rapidité de ces éruptions à des taux typiquement jamais observés. Cette phrase est essentielle car elle saisit le cœur du mécanisme, une impulsion rapide et non un changement lent. C'est là qu'apparaît le lien logique qui relie un basalte océanique à des pluies sur un supercontinent. Un monde plus chaud intensifie l'évaporation de surface, surtout depuis les océans, et alimente une atmosphère plus riche en vapeur d'eau. Cette atmosphère, à son tour, devient plus efficace pour produire des précipitations intenses lorsque la circulation transporte l'humidité vers le continent. Le CPE, en ce sens, ne se comprend pas comme « il pleut sans raison », mais comme la conséquence d'une machine climatique qui reçoit soudain plus de carburant. La bibliographie scientifique moderne décrit l'épisode comme un événement hyperthermal associé à des augmentations de température et d'humidité, et de nombreux travaux relient cette transition à une impulsion volcanique à grande échelle. La partie inquiétante est que le dioxyde de carbone n'a peut-être pas été le seul combustible. En plus du dioxyde de carbone, ces volcans pourraient avoir mobilisé des volatiles associés au clatrate de méthane. Et cela est important car le méthane peut avoir un potentiel de réchauffement bien supérieur à celui du CO2 sur des horizons temporels courts. Dans la discussion scientifique sur le CPE, le méthane apparaît comme un amplificateur possible. Un réchauffement initial peut déstabiliser des réservoirs de méthane et ajouter une impulsion supplémentaire d'effet de serre, comme une seconde vague sur la première. Raconté ainsi, l'événement cesse de paraître magique et commence à paraître physique. Une grande impulsion volcanique élève des gaz. Ces gaz réchauffent. Le réchauffement accélère le cycle de l'eau.
L'eau, en se déplaçant davantage, modifie l'érosion, les rivières, les sols, la chimie de l'océan et, en cascade, la vie. Dans la narration même de ta source, cela est présenté presque comme une chaîne inévitable. En combinant le réchauffement global et l'accélération du cycle hydrologique, une chose a commencé à se produire, pluie et pluie et pluie. L'histoire climatique du Carnien n'a pas besoin d'une pluie uniforme pour être réelle. Elle peut être un épisode avec des seuils, des paliers, des chocs répétés. En fait, l'idée générale, selon laquelle il s'agissait d'une pluie perpétuelle, est probablement une exagération narrative, et il est plus raisonnable d'imaginer une période avec des taux de précipitation bien plus élevés que d'habitude, avec des événements de précipitations extrêmes, ponctués, dans le temps. Cette image de pulsation s'accorde aussi bien avec les données isotopiques qu'avec l'idée d'un volcanisme qui n'agit pas comme un interrupteur unique, mais comme une séquence de poussées que la planète absorbe et restitue sous forme de réponse climatique. Wrangélia, en outre, possède un détail géographique qui donne de la texture à l'histoire. Aujourd'hui, les restes de ces roches volcaniques ne se trouvent pas dans l'océan où elles se sont formées. Ils sont accrétionnés à des portions de la marge occidentale de l'Amérique du Nord, en particulier dans ce qui correspond aujourd'hui à des régions de l'Alaska et de la Colombie-Britannique. C'est comme si la planète avait rangé l'arme puis l'avait incrustée, bien plus tard, ailleurs sur la carte. Ce déplacement ne change pas le fait central. À son époque, ce volcanisme s'est produit dans un contexte capable d'influencer l'échelle planétaire. Et si l'origine volcanique fournit l'impulsion, la vitesse du changement apporte le vertige. Un travail récent, publié dans Nature Communication, décrit le CPE comme un événement emblématique mais complexe, et en présentant un enregistrement de haute résolution suggère que le début a pu être étonnamment rapide à l'échelle géologique, de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'années. Ce n'est pas instantané, mais suffisamment rapide pour que des écosystèmes entiers se retrouvent décalés. Des forêts qui ne s'adaptent pas à temps, des animaux dont le régime alimentaire change parce que les plantes changent, des bassins qui passent de chenaux saisonniers à des inondations récurrentes et des mers peu profondes qui cessent de se comporter comme des usines stables de carbonate. Et le mécanisme est alors en place, avec toutes ces pièces sous tension, une province ignée déversant des basaltes, un système climatique qui se réchauffe, un cycle hydrologique accéléré, et l'enregistrement chimique indiquant que le carbone de la planète était modifié par à-coups, comme si chaque impulsion volcanique laissait sa propre cicatrice dans la signature isotopique du Carnien. La planète devient humide, la machine à pluie. Lorsque l'événement pluvial carnien s'est mis en marche, il ne l'a pas fait comme une simple saison des pluies, un peu plus intense. Ce qui a changé, c'est le fonctionnement entier du système. La planète est entrée dans un mode humide, un mode dans lequel l'eau a cessé d'être une ressource saisonnière pour commencer à se comporter comme une force qui réécrit les paysages. La clé est que, avec l'élévation du CO2 due au volcanisme associé à Wrangélia, le climat ne se contentait pas de se réchauffer. Le réchauffement faisait circuler l'eau plus rapidement entre l'océan, l'atmosphère et les continents, comme si le moteur hydrologique avait été brusquement accéléré. Dans ce scénario, l'atmosphère est devenue un réservoir plus généreux. À température plus élevée, l'air peut retenir davantage de vapeur d'eau, et si la mer est là, immense, disponible, l'évaporation devient constante et puissante. Ce qui était auparavant un régime de chaleur et d'aridité interrompu par des moussons violentes commençait à s'incliner vers un schéma différent. Des pluies plus fréquentes, plus étendues, et, par moments, hyper extrêmes. La science décrit cela comme une accélération extrême du cycle hydrologique qui surchargeait l'altération continentale et l'associe directement au basculement vers un monde de pluie persistante. Le réchauffement, en outre, n'était pas mineur. On estime une augmentation thermique globale pouvant atteindre 4 à 8 degrés Celsius, une hausse suffisante pour modifier la circulation des vents, intensifier l'évaporation et propulser les systèmes de précipitation dans une autre catégorie. Dans un monde déjà prédisposé aux extrêmes par la configuration de la Pangée, ce surplus pouvait transformer une saison humide intense en un régime où la pluie revenait encore et encore, avec moins de répit entre les épisodes. On comprend ainsi pourquoi le CPE est raconté comme un déluge prolongé. L'idée populaire, selon laquelle il aurait plu sans interruption pendant près de 2 millions d'années, fonctionne comme image mentale, mais elle est probablement exagérée.
Le plus raisonnable est d'imaginer une période avec des taux de pluie bien plus élevés que la normale, entrecoupés de pics de précipitations démesurés, comme des coups répétés à des échelles de temps inconcevables à l'échelle humaine mais cohérentes géologiquement. Ce n'était pas un scénario de bruine éternelle, uniforme et grise, mais quelque chose de plus inquiétant, des semaines, des mois ou des années dominées par une humidité persistante, suivies de nouvelles vagues de pluie, avec des rivières qui n'avaient pas le temps de retrouver leur lit normal avant qu'une autre décharge n'arrive. Dans ce contexte, l'eau ne se contente pas de tomber, elle détruit. L'érosion devient un personnage principal car on peut aujourd'hui observer des formations où la pluie aurait érodé les sédiments jusqu'à exposer le socle, des roches qui restent normalement enfouies sous de nombreuses couches, comme si le continent avait été poncé par l'eau. Avec le transport des sédiments, les rivières se sont transformées. Au lieu de cours saisonniers qui grossissent et rétrécissent avec prévisibilité, sont apparus des réseaux plus actifs, avec des chenaux qui migraient, débordaient, ouvraient de nouveaux bras et construisaient des plaines d'inondation à des échelles gigantesques. L'inondation a cessé d'être un accident exceptionnel pour devenir une condition répétée. Là où il y avait auparavant un sol dur et une végétation dispersée, il y avait soudain des boues, des bancs de sable récents, des berges qui s'effondrent et des zones entières transformées en marécages. Cela explique le changement de texture écologique associé au CPE. Une planète qui, sur de vastes zones, devenait ce qui se rapproche le plus d'une jungle humide étouffante, avec des marécages, des zones palustres et des environnements engorgés d'eau s'étendant sur d'immenses régions. On a également observé le retour de forêts marécageuses à tourbes et l'apparition de lacs intérieurs gigantesques, comparables, dans leur image, à des systèmes lacustres pouvant rivaliser avec les grands lacs modernes. Ce type de paysage n'apparaît pas avec plus de pluie. Il apparaît lorsque la pluie modifie l'équilibre complet entre ce qui entre dans le système et ce qui s'évapore. En fait, l'une des traces les plus révélatrices de cet équilibre est le rapport entre précipitation et évaporation. L'abondance d'ambre dans certains paléosols est associée à des conditions dans lesquelles les précipitations dépassaient largement l'eau évaporée. Dit simplement, il ne s'agissait pas seulement de fortes pluies, mais d'un environnement durablement humide, suffisamment pour que les sols et la végétation se développent sous un régime différent de celui qui dominait auparavant. Or, le Carnien a transformé le continent en un paradis humide homogène. Et c'est ce qui rend l'épisode à la fois plus réel et plus cruel. Même au sein de ce royaume de la pluie, l'aridité n'a pas totalement disparu. À côté de la règle générale de pluie et d'humidité, il aurait existé une tension dans laquelle certaines régions conservaient la sécheresse, avec des retours périodiques à des conditions plus arides. Certains lieux ont même pu devenir plus arides qu'auparavant, une sorte de trahison climatique à l'intérieur même de l'événement. Cette contradiction apparente s'explique si l'on revient à la Pangée. Un supercontinent ne réagit pas comme un jardin uniforme. Il réagit comme un système à grande échelle où montagnes, distance à la mer et circulation des vents peuvent redistribuer l'humidité de manière inégale. Intensifier le cycle hydrologique ne garantit pas que l'eau atteigne toutes les régions de la même façon. Cela garantit que le système dispose de plus d'énergie pour la déplacer, et cette énergie peut renforcer les contrastes. Ainsi, tandis que certains bassins devenaient des domaines de marécages et de plaines inondables, d'autres zones, surtout dans les intérieurs extrêmes, pouvaient continuer à être des fours secs, peut-être même plus durement affectés par moments, car les schémas de circulation et les ombres pluviométriques continuaient d'exister. Ce qui a changé de manière indéniable, c'est l'échelle de l'impact en surface. La Terre est devenue plus molle au sens littéral. Sol saturé, pentes instables, végétation qui s'étend là où elle ne le pouvait pas auparavant, et de grands volumes de matériaux arrachés au continent et transportés vers les bassins et les mers. L'eau, démultipliée, a commencé à tout relier. L'atmosphère au continent, le continent à l'océan, et l'océan à la vie marine qui dépendait de conditions relativement stables. Le déluge, en définitive, n'a pas été seulement de la pluie. Il a été une réorganisation de la planète autour de l'eau, entraînée par le réchauffement et par un cycle hydrologique accéléré qui ne permettait plus au monde de revenir rapidement à son état antérieur. Océans en crise, carbonate, chimie et stress marin.
Sur les continents, l'événement pluvial carnien se manifestait par des rivières débordées, des plaines transformées en boue et des forêts progressant sur des régions auparavant sèches. Mais l'océan, qui de loin semblait immense et immuable, recevait ce changement comme une agression constante. La mer ne ressentait pas la pluie. Elle ressentait ce que la pluie faisait au continent. Chaque tempête intense arrachait des minéraux, des argiles et de la matière organique. Chaque bassin drainait son nouvel excès d'eau vers la côte. Chaque fleuve devenait un tapis roulant de sédiments et de nutriments, et le résultat aboutissait aux marges marines, là même où la vie dépendait d'équilibres délicats. Au Trias, de nombreuses zones côtières et plateformes peu profondes étaient de véritables usines à carbonate. On y construisait des fonds clairs et durs, riches en calcaire, capables de soutenir des écosystèmes entiers. Ce n'étaient pas des récifs modernes dominés par les coraux, mais des systèmes où des organismes calcificateurs et des processus chimiques maintenaient une production stable. Le problème est que ces usines fonctionnent bien lorsque l'eau est relativement transparente et lorsque la chimie permet de précipiter facilement les carbonates. Si soudain les apports continentaux augmentent, l'eau se trouble. Si les nutriments sont apportés en excès, apparaissent des floraisons et des changements de productivité. Si le CO2 atmosphérique varie et perturbe l'équilibre du carbone dissous, l'océan peut devenir moins favorable à la calcification. Le CPE réunissait plusieurs de ces chocs à la fois. C'est pourquoi l'un des signaux les plus répétés dans les archives marines associées à l'épisode est la crise des plateformes carbonatées, des intervalles durant lesquels la production de carbonate chute, s'interrompt ou est remplacée par une sédimentation siliciclastique, comme si les usines s'éteignaient et étaient recouvertes de boue et de sable venus de la terre. Dans les régions liées à l'ancienne Thétis, cette transition apparaît comme un trait clé du CPE. Le continent, saturé d'eau, commence à envoyer tant de matériel vers la mer que les conditions des plateformes changent de manière radicale. Le mécanisme, vu depuis l'eau, était presque inévitable. Les pluies extrêmes n'apportaient pas seulement des sédiments, elles apportaient aussi des nutriments. Avec davantage de phosphore, d'azote et de matière organique entrant dans les mers peu profondes, la productivité biologique pouvait s'emballer, et cela ne signifie pas toujours plus de vie dans un sens sain. Lorsque la matière organique est produite puis se décompose, elle consomme de l'oxygène. Dans des zones à circulation restreinte comme les lagunes, les baies et les plateformes peu ventilées, cette consommation peut pousser l'eau vers des conditions hypoxiques, voire anoxiques. C'est le type de changement qui n'a pas besoin d'un cataclysme instantané. Il a besoin de répétition, d'une charge constante et d'un système côtier déjà à la limite. Plusieurs travaux sur le CPE discutent précisément ce type de stress, avec des changements de sédimentation, du cycle du carbone et de la stabilité des environnements marins peu profonds. Parallèlement, le CO2 volcanique ne restait pas dans l'air. Une partie pénétrait dans l'océan et modifiait l'équilibre du carbone inorganique dissous. Lorsque le CO2 augmente, l'acidité relative de l'eau augmente, le pH baisse et la disponibilité du carbonate pour construire des squelettes calcaires diminue. Il n'est pas nécessaire d'imaginer un océan acide comme dans un laboratoire. Il suffit d'un déplacement suffisant pour que les organismes calcificateurs en paient le coût supplémentaire, précisément au moment où ils sont aussi frappés par la turbidité, les variations de salinité près des embouchures et les oscillations de l'oxygène. Cette combinaison est une recette classique pour qu'une communauté constructrice de carbonate perde sa stabilité et soit remplacée par autre chose. Sur la côte, la turbidité était un ennemi silencieux. Les sédiments fins en suspension réduisent la pénétration de la lumière, encrassent les surfaces, obstruent les structures filtrantes et modifient le type de fond. Là où il y avait auparavant un substrat dur adapté aux organismes fixés, peut apparaître un lit meuble et mobile. Et un lit meuble favorise d'autres habitants. Animaux fouisseurs, communautés différentes, écosystèmes qui ne dépendent pas de la construction vers le haut avec du carbonate, mais de la survie dans un environnement qui se transforme encore et encore. Chaque pulsation de pluie, en ce sens, était aussi une pulsation de remodelage du fond marin proche de la côte. Au large, l'histoire s'écrivait avec la chimie et les microfossiles. Le CPE coïncide avec des perturbations du cycle du carbone qui indiquent généralement des changements réels dans la manière dont le système global traitait le carbone,
que ce soit par le volcanisme, par des changements de productivité, par l'enfouissement de la matière organique ou par des combinaisons de tous ces facteurs. Dans des enregistrements à haute résolution, il a été proposé que le début de l'épisode ait pu être rapide à l'échelle géologique et que l'événement n'ait pas été une impulsion unique, mais une séquence complexe avec plusieurs coups au sein de l'intervalle. Cela s'accorde avec l'idée d'un océan qui ne se stabilise pas. Chaque fois que le système commençait à s'ajuster, une nouvelle vague de carbone et de changements hydrologiques venait à nouveau le mettre sous tension. Le résultat biologique fut une mer sous stress, et ce stress se reflète dans des renouvellements et des pertes de diversité dans plusieurs groupes. Il ne s'agit pas de le présenter comme une grande extinction à la manière du Permien, mais comme une augmentation notable des extinctions de fond et un changement de composition des communautés marines. Certains groupes pélagiques, comme les ammonoïdes et d'autres éléments de la biote triasique, montrent des signes de crise et de renouvellement autour de l'intervalle. Différents travaux sur le CPE le décrivent précisément ainsi. Un événement climatique et géochimique lié à une impulsion volcanique, accompagné d'un épisode d'extinction et de réorganisation des écosystèmes. Dans les mers peu profondes, en outre, l'effondrement des plateformes carbonatées n'était pas seulement un problème de pierre. Les plateformes étaient des habitats. Lorsqu'elles s'éteignent, la complexité écologique se perd et un vide s'ouvre. Et les vides restent rarement vides. Ils se remplissent d'autres types de systèmes, parfois dominés par des boues, par des deltas en expansion, par des communautés opportunistes qui tolèrent la turbidité et la variabilité. Cette transition laisse des traces claires. Là où il y avait auparavant des successions riches en calcaire, apparaissent des intervalles plus silicoclastiques, indiquant que le continent imposait sa nouvelle dynamique au bord de la mer. Il y a un détail qui rend cette histoire encore plus dramatique. L'océan était aussi un régulateur thermique, et lorsque la circulation et la chimie étaient altérées, sa capacité à amortir le climat l'était aussi. Avec plus de chaleur globale, certaines masses d'eau pouvaient se stratifier plus facilement. Couches chaudes en surface, couches plus froides en profondeur, moins de mélange vertical, moins d'oxygène descendant. Si cette stratification se combinait à une forte productivité et à la décomposition, le fond pouvait manquer d'oxygène plus fréquemment. Il n'est pas nécessaire que tout l'océan devienne anoxique, il suffit que des régions clés subissent des épisodes répétés pour forcer des migrations, des effondrements locaux et des changements dans les chaînes alimentaires. L'extinction oubliée, qui disparaît durant le CPE. L'événement pluvial carnien est souvent raconté comme l'ère de la pluie, mais son aspect le plus décisif ne se trouvait pas dans les nuages, mais dans ce que cette pluie a provoqué en chaîne. Une phase de crise biologique qui, pendant longtemps, est restée éclipsée par des extinctions plus célèbres. Ce ne fut pas une fin du monde à la manière du Permien, mais ce ne fut pas non plus un simple accro climatique. Le Carnien a laissé un registre que les scientifiques remarquent depuis des décennies, une période marquée par des mortalités, des renouvellements et des disparitions partielles, difficiles à expliquer complètement jusqu'à ce que l'épisode pluvial commence à relier les pièces du puzzle. Pour comprendre pourquoi on l'appelle parfois l'extinction oubliée, il faut regarder la bonne échelle. Sur une planète qui se remettait encore de la grande crise du Permien, de nombreuses communautés étaient toujours en train de se reconstituer. La diversité augmentait, mais le système n'était pas invulnérable. Dans ce contexte, un changement climatique d'ampleur globale, durable et ponctué de pulsations répétées pouvait élever de manière notable le taux d'extinction de fond et pousser plusieurs groupes au-delà de leur seuil de tolérance. Le CPE est précisément discuté comme un événement climatique et géochimique lié au volcanisme et à une perturbation du cycle du carbone, accompagné de changements dans l'extinction et la réorganisation écologique. En mer, la crise fut le résultat d'une tempête parfaite. D'un côté, le CO2 associé au volcanisme modifiait la chimie océanique. De l'autre, les pluies intensifiées chargeaient les côtes en sédiments, nutriments et matières organiques, transformant les plateformes peu profondes en environnements troubles, instables et parfois pauvres en oxygène. Ce coup combiné se reflète dans l'un des traits les plus fréquemment mentionnés dans la littérature sur le CPE, la crise des plateformes carbonatées, comme si les cadres où prospéraient de nombreuses communautés marines s'étaient éteints ou avaient été ensevelis sous des siliciclastiques. Dans cette perte de stabilité,
certains groupes montrent des signes clairs de déclin ou de renouvellement. Les ammonoïdes, par exemple, traversent des changements importants autour de cet intervalle, avec des extinctions suivies de radiations ultérieures qui semblent compatibles avec un système qui se désorganise d'abord, puis ouvre de nouvelles niches. On peut en dire autant d'autres composantes classiques de la biote triasique, comme les conodontes, déjà en déclin et proches de leur disparition définitive au Trias supérieur, ou de groupes benthiques sensibles aux changements du fond, à la turbidité et à l'oxygénation. L'enjeu n'est pas d'énumérer une liste comme un catalogue. L'enjeu est que la crise n'a pas touché seulement les organismes d'une région. Elle a frappé des communautés associées aux mers peu profondes et aux plateformes qui dépendaient d'une certaine clarté de l'eau et d'une chimie relativement favorable. Ce qui rend cet épisode particulièrement cruel, c'est que la crise marine n'était pas nécessairement visible comme un choc instantané. Un écosystème peut s'effondrer par accumulation. Chaque pulsation de pluie intensifie le ruissellement. Chaque pulsation augmente les sédiments en suspension. Les nutriments augmentent. La productivité se modifie. L'oxygène est consommé. Et si le fond devient plus fréquemment anoxique, le stress devient chronique. Même si des répits existent entre les pulsations, le système ne revient plus à son état initial, car chaque répit repart d'un état plus dégradé. Cette idée de complexité, avec de multiples chocs au sein de l'événement, correspond aux enregistrements à haute résolution qui montrent le CPE non pas comme une simple impulsion unique, mais comme une séquence dotée d'une structure interne. À terre, l'histoire est tout aussi frappante, mais elle se manifeste par un autre type de traces. Changement dans les flores, remplacement des dominants, disparition de faunes emblématiques et surtout, une réorganisation d'écosystèmes entiers liée à l'expansion des environnements humides. Si, durant le monde sec du Trias, de nombreuses lignées étaient adaptées à tolérer l'aridité, des sols pauvres et des saisons difficiles, le basculement vers un régime plus humide et marqué par des inondations récurrentes ne leur était pas nécessairement favorable. Un climat plus pluvieux peut être une opportunité pour certains, mais pour d'autres, c'est un désastre. Il modifie la végétation disponible, le type de sol, l'accessibilité des ressources et la forme même du terrain. Dans ce contexte, le remplacement le plus souvent cité du carnien porte un nom clé, le déclin des rhynchosaures en tant que grands herbivores dominants de nombreux écosystèmes du Trias. Dans de nombreuses reconstitutions, ces animaux, très prospères durant une grande partie du Trias, subissent un effondrement ou une forte réduction de leur diversité et de leur abondance autour de cet intervalle, ouvrant l'espace écologique à d'autres herbivores et omnivores qui gagnent en importance. Il ne s'agit pas de dire que la pluie les a tués, au sens littéral. C'est qu'un changement de régime environnemental peut rendre inutiles des stratégies qui fonctionnaient auparavant, régime alimentaire, locomotion, sélection de l'habitat, vulnérabilité aux maladies dans des environnements plus humides, concurrence avec de nouveaux types de végétation. Le CPE est précisément discuté comme un événement qui restructure les écosystèmes terrestres et modifie la répartition des niches. Et c'est là qu'intervient l'élément le plus facile à oublier lorsqu'on parle de dinosaures. Avant le Dominion, le monde avait d'autres maîtres. Le Trias tardif était peuplé d'une énorme diversité d'archosaures et de reptiles apparentés, ainsi que de grands herbivores qui n'étaient pas des dinosaures. Lorsque le climat change et que les forêts, les zones humides et les plaines inondables s'étendent, l'échiquier devient différent pour tous. Il y a davantage de couverture végétale dans certaines zones, mais aussi plus de sols meubles, plus de marécages, plus de barrières aquatiques, davantage de crues capables de fragmenter les populations et de modifier les routes migratoires. Dans un tel monde, ne survivent pas les plus forts. Survivent ceux qui s'adaptent le mieux aux nouvelles règles. Même les données botaniques accompagnent ce tournant par des signaux qui ne sont pas subtils. Il existe un épisode associé à l'expansion de flore plus humide et à la présence marquée de résines fossilisées, un indicateur indirect mais puissant des forêts et des conditions qui favorisent leur production et leur préservation. Cette abondance d'ambre dans les paléosols est aujourd'hui considérée comme un signe que les précipitations dépassaient l'évaporation, et donc d'un environnement où l'état humide se maintenait suffisamment longtemps pour modifier la physionomie du paysage. Et il ne faut pas imaginer cette transition comme un progrès linéaire et bienveillant vers la jungle. Un monde plus humide
entraîne aussi de la mortalité par d'autres voies, des inondations qui détruisent nids et jeunes, des changements brusques dans la disponibilité de la nourriture, la prolifération de pathogènes et de parasites dans des environnements saturés, et la perte d'habitats ouverts où certains animaux pouvaient se nourrir ou se déplacer avec avantage. Le texte que tu as partagé insiste lui-même sur une nuance importante. Bien que l'épisode soit pluvial, il n'a pas été uniforme et a pu inclure des retours périodiques à des conditions sèches, voire des régions devenues plus arides qu'auparavant. Cela signifie que la vie n'affrontait pas une seule transition, mais un carrousel d'extrêmes. Humidité persistante, pic de pluie, puis phase d'assèchement relatif et retour au point de départ, exactement ce qu'il faut pour que de nombreuses populations se retrouvent piégées entre deux mondes. Le monde vert, forêt, fougères et le retour des marécages. À un certain moment de l'événement pluvial carnien, le changement a cessé d'être ressenti comme une anomalie météorologique pour commencer à être vécu comme une nouvelle planète. Non pas parce que la Terre aurait inventé la vie à partir de rien, mais parce que l'humidité durable a modifié la manière même dont le paysage pouvait soutenir la végétation. Dans le monde antérieur, une grande partie de la Pangée vivait sous le stress de l'aridité. Saison dure, sol pauvre, longs intervalles d'évaporation dominant le bilan hydrique. Avec le CPE, ce bilan s'est inversé dans de nombreuses régions. Les précipitations ont commencé à dépasser l'évaporation pendant des périodes prolongées, et cela a suffi pour que la végétation change de rythme, de densité et d'étendue. Le premier effet fut le plus simple et le plus brutal. Le sol a cessé d'être une limite constante. Dans les climats plus secs, le sol peut être un piège. S'il ne retient pas l'eau, la plante ne pousse pas. Si elle ne pousse pas, elle ne crée pas de couverture. Et s'il n'y a pas de couverture, le sol s'érode ou se réchauffe encore davantage, perdant encore plus d'humidité. Les pluies intenses et répétées ont brisé cette spirale dans de nombreux bassins. En se saturant, les sols ont changé de chimie et de structure, et les plantes ont trouvé des fenêtres plus longues pour s'enraciner, s'étendre et former des communautés plus stables. Au lieu de paysages où la végétation ne se rétablissait que dans des refuges isolés, ont commencé à apparaître des scénarios où la végétation pouvait dominer l'ensemble. À partir de là, le monde est devenu plus boisé dans des secteurs qui ne pouvaient auparavant le soutenir. Il ne s'agit pas de dire que toute la Pangée s'est couverte de jungle. Le supercontinent continuait à créer des contrastes et des ombres pluviométriques et l'épisode n'a pas été uniforme. Mais quelque chose est devenu indéniable. L'avancée des environnements humides, avec des rives plus stables, des plaines d'inondations plus étendues et le retour de systèmes marécageux qui avaient été rares ou locaux durant les phases plus sèches. La science moderne décrit cela comme la renaissance de vastes zones de marais, de marécages et de forêts humides, allant jusqu'à envisager l'existence de lacs intérieurs immenses dans certaines régions. Ce changement de végétation n'a pas été un détail décoratif. Ce fut une réforme complète de l'infrastructure écologique. Une forêt n'est pas seulement un groupe d'arbres. C'est de l'ombre qui abaisse la température du sol, de la litière qui retient l'humidité, des racines qui stabilisent les sédiments, des micro-habitats pour de petits et de grands animaux, de nouvelles ressources alimentaires et aussi des barrières physiques qui imposent d'autres modes de déplacement. Dans un paysage dominé par des plaines ouvertes et des sols durs, les grands herbivores se déplacent d'une certaine manière. Dans un paysage traversé de zones gorgées d'eau, de végétation dense et de forêts riveraines, ils se déplacent autrement. La pluie, en favorisant ces environnements, n'a pas seulement changé les plantes qui poussaient, mais aussi la façon dont la vie se déplaçait. La végétation du Trias supérieur était déjà riche et diverse, mais le CPE a poussé le système vers des flores plus compatibles avec une humidité durable. Dans de nombreux récits scientifiques de l'événement, cela se traduit par l'expansion et la réorganisation de communautés de conifères et d'autres groupes de gymnospermes, ainsi que de fougères et de plantes associées aux environnements humides, riverains ou marécageux. L'image générale est celle d'une planète qui, pendant un intervalle, recommence à paraître verte dans des régions où la végétation devait auparavant économiser chaque goutte. Mais le témoin le plus impressionnant de ce monde vert n'est pas une feuille fossilisée, c'est une goutte solidifiée. L'ambre, la résine fossilisée, est devenue un indice presque parfait pour raconter l'épisode,
car il fonctionne comme un objet physique qui relie le climat, les forêts et la préservation géologique. La littérature sur le CPE souligne que le Carnien se distingue par une abondance frappante d'ambre triasique, au point qu'une grande partie de l'ambre de cet âge se concentre dans cet intervalle. La résine est une réponse de défense et de stress chez de nombreuses plantes. Elle peut augmenter en cas de blessure, d'attaque d'insectes, de changements environnementaux, et aussi dans des contextes où la végétation croît rapidement et entre en compétition. Un monde avec des forêts plus étendues, avec des changements rapides d'humidité et des épisodes de tempêtes intenses qui brisent les branches et endommagent les troncs, est un monde capable de produire de la résine en grande quantité. Et s'il existe en plus des sédiments fins, des sols humides et un enfouissement relativement rapide, chose courante dans les environnements de plaines d'inondations et de marais, cette résine peut être préservée et parvenir jusqu'à nous sous forme d'ambre. Plus encore, l'ambre rappelle que le CPE n'a pas été seulement un grand déluge, mais un monde où l'eau modifiait le comportement du continent. Les pluies intensifiées déclenchèrent l'érosion, et l'érosion alimentait la sédimentation. La sédimentation, à son tour, créait de nouvelles plaines et des sols jeunes, et ces sols jeunes, humides, étaient colonisés par des plantes qui croissaient, s'étendaient et modifiaient à nouveau le sol. La végétation et le sédiment entraient dans un cycle de rétroaction. Plus de pluie produisait plus de sédiments et plus d'habitats humides. Plus d'habitats humides permettaient plus de végétation. Plus de végétation modifiait la dynamique des sols et des eaux de surface. Ce type de boucle fait partie de ce qui explique qu'un épisode pluvial laisse des traces si marquées dans les roches et dans les paysages reconstruits. Cependant, ce monde vert avait aussi une face dure. L'expansion des forêts et des marais ne signifie pas une stabilité bienveillante. Dans un régime de précipitations intenses et répétées, les marais peuvent être des pièges. Ils s'étendent et s'effondrent, changent d'étendue, deviennent anoxiques en profondeur et peuvent tuer par manque d'oxygène ou par contamination naturelle de l'eau. Les rivières, en débordant, peuvent ravager des zones de reproduction et détruire des nids. Les tempêtes peuvent abattre des arbres et fermer des passages. L'humidité peut favoriser les agents pathogènes et les parasites. En ce sens, le vert constituait aussi un nouveau type de pression, et non un cadeau. Et il y avait en outre une inégalité spatiale. Même avec l'épisode pluvial, toutes les régions ne devinrent pas humides de la même manière. À côté du schéma général de pluies accrues, subsistaient des tensions avec des régions qui conservaient la sécheresse, et même des lieux qui purent devenir plus arides à certains intervalles. Cela implique que le monde vert avançait et reculait comme un front irrégulier. Il progressait dans certains bassins, s'arrêtait dans d'autres, et dans certains secteurs pouvait alterner entre humidité et retour de sécheresse relative. Sur un supercontinent comme la Pangée, ces contrastes pouvaient être brutaux. Tandis qu'un bassin développait des marais et des forêts riveraines, un autre, à des centaines de kilomètres, pouvait continuer à vivre sous la domination de la chaleur et de l'évaporation, avec des pluies intenses mais insuffisantes pour soutenir un vert continu. Les nouveaux maîtres de la boue, archosaures, marécages et opportunités. Quand le monde s'est humidifié, ce n'est pas seulement le paysage qui a changé. C'est aussi le type d'animal capable d'y prospérer. Un continent au sol dur, aux longues saisons sèches et à la végétation clairsemée favorise des stratégies très différentes de celles d'un continent doté de plaines inondables, de rives instables, de forêts humides et de marécages qui s'étendent et se rétractent. Lors de l'événement pluvial carnien, cette transition fut suffisamment marquée pour réécrire les manuels de survie. Et dans cette réécriture, certains lignages ont commencé à mieux s'adapter que d'autres. Les archosaures et leurs proches parents, des animaux qui existaient déjà et étaient déjà diversifiés, mais qui, sur ce nouvel échiquier, ont trouvé des voies pour se multiplier et dominer des environnements nouvellement créés. Il ne faut pas imaginer un triomphe instantané, ni une scène où la boue couronne les vainqueurs. Le changement agissait comme une sélection silencieuse. Les pluies intensifiées faisaient que les rivières cessaient d'être de fines lignes sur la carte pour devenir des systèmes agressifs. Elles débordaient, ouvraient des bras, grignotaient les berges, déposaient de nouveaux sédiments et créaient des plaines d'inondations pouvant se transformer en mosaïques de lagunes temporaires, de chenaux abandonnés et de zones durablement engorgées d'eau. Dans ton matériel, ce monde est décrit avec clarté.
L'épisode aurait favorisé le retour des marécages et des marais à une échelle immense, et même la formation de grands lacs intérieurs dans certaines régions. Un animal dépendant de voies ouvertes et de sols fermes pouvait se trouver limité. Un autre, capable de vivre près de l'eau, de se déplacer dans la boue et d'exploiter les rives, devenait soudain un candidat solide. Au Trias, les archosaures expérimentaient déjà de multiples plans corporels. Ils ne formaient pas un groupe homogène unique, mais une constellation de formes aux modes de vie très différents. Certains étaient des prédateurs hauts et robustes, d'autres des herbivores cuirassés, d'autres encore étaient adaptés à une vie semi-aquatique, d'autres enfin commençaient à explorer des niches plus petites et plus agiles. Le CPE, avec ses pulsations de pluie et son instabilité environnementale, agissait comme un multiplicateur de niches, en fragmentant les paysages et en créant de nouvelles interfaces entre terres sèches, rives humides et marécages. Il générait des opportunités pour des espèces opportunistes et flexibles, précisément le profil que beaucoup d'archosaures pouvaient offrir. Dans ce nouveau scénario, l'eau n'était pas seulement une ressource, elle était une frontière. Les zones humides possèdent des lisières riches en nourriture, poissons dans les lagunes, amphibiens, charognes piégés par les crues, végétation tendre des rives et, surtout, concentration de proies au point où boire devient inévitable. Un monde avec davantage de zones humides tend à générer des corridors biologiques, des routes de déplacement le long des rivières et des lacs, mais aussi des entonnoirs où la faune se concentre. Pour les prédateurs, c'est un cadeau, à condition de pouvoir se déplacer et attendre dans ces milieux. Et c'est là qu'interviennent les lignages semi-aquatiques du Trias, comme les phytosaures, qui occupaient des niches semblables, bien qu'en apparence seulement, à celles des crocodiles modernes. Corps allongés, vie liée à l'eau, embuscade et dépendance directe des systèmes fluviaux et lacustres. Dans un monde où les zones humides s'étendent, ce mode de vie cesse d'être marginal et commence à trouver un territoire immense où se répéter. En même temps, l'humidité créait un autre type d'avantage, celui de l'animal capable d'exploiter des sols meubles sans s'y enliser. La boue est un filtre, elle pénalise un poids mal réparti et une locomotion peu efficace sur des surfaces instables. Elle pénalise aussi les animaux qui ont besoin de vitesse en terrain ouvert, car l'adhérence se perd. En revanche, elle favorise ceux dont la posture et les membres sont capables de soutenir le corps plus efficacement sur des substrats compliqués, ou ceux qui font de l'eau une partie de leur territoire plutôt qu'un obstacle. Les archosaures, en général, possédaient un large éventail de modes de locomotion et de posture. Certains développèrent des postures plus érigées et efficaces, ce qui, sur des terrains variables, pouvait constituer un avantage. Ce détail n'explique pas tout, mais il aide à comprendre pourquoi, dans une période de réorganisation climatique et écologique, certaines lignées semblent trouver davantage de portes ouvertes. Du côté des herbivores, le CPE modifiait également la compétition. Un monde plus vert n'augmente pas seulement la biomasse végétale. Il change quelles plantes dominent, leur accessibilité et leur répartition. Des forêts plus denses et des rives plus fertiles créent des régimes alimentaires différents de ceux des plaines sèches. De plus, les crues déposent des sédiments riches qui renouvellent les sols, favorisant les pousses et la végétation jeune. Pour certains grands herbivores, cela peut être un avantage. Pour d'autres, un problème s'ils étaient spécialisés dans des types de plantes associés à l'aridité ou à un paysage plus ouvert. Nous avons déjà mentionné que le Carnien coïncide avec de profonds renouvellements parmi les herbivores dominants, ouvrant des niches et modifiant la répartition des ressources alimentaires. Dans ce vide relatif prospèrent des groupes capables d'exploiter les nouveaux mosaïques de végétation, y compris des formes cuirassées comme les aétosaures, qui se déplaçaient dans des environnements terrestres mais liés aux plaines et aux rives, et qui pouvaient tirer profit d'un paysage riche en végétation basse, racines, pousses et détritus. Selon plusieurs travaux, le CPE ne fut pas une impulsion simple, mais un épisode complexe doté d'une structure interne, probablement marqué par plusieurs chocs climatiques et géochimiques au sein de l'intervalle. Cela signifie que la vie ne s'adaptait pas à un nouveau climat stable, elle s'adaptait à un climat instable et persistant. Et cette persistance favorise les lignées capables de recoloniser rapidement, de se disperser, d'occuper les marges et de survivre à la fragmentation des populations. Un mosaïque de zones humides peut isoler des populations sur des îles de terrain ferme. Puis, lorsque l'eau se retire,
ces îles se reconnectent et se mélangent de nouveau. Ce va-et-vient peut accélérer les renouvellements locaux et favoriser des groupes dotés d'une bonne capacité de déplacement et de colonisation. Il n'est donc pas surprenant que le Carnien soit discuté comme un point d'inflexion dans l'évolution des écosystèmes terrestres et marins, associé à des changements d'extinction et de radiation, et lié à un déclencheur volcanique qui a modifié la température, le cycle de l'eau et la chimie globale. Dinosaures, de la rareté à un projet de domination. Au Carnien, les dinosaures existaient déjà, mais ils n'étaient pas encore les maîtres de la Terre du Mésozoïque. Ils constituaient une présence au sein d'un large éventail d'archosaures, un ensemble de lignées évolutives qui partageaient le monde sans qu'aucune ne puisse revendiquer le trône de manière définitive. Dans de nombreux écosystèmes, les protagonistes restaient autres. De grands herbivores non dinosaures, des prédateurs issus de lignées différentes, des formes semi-aquatiques dominant les rives, des animaux cuirassés occupant les plaines. Et pourtant, précisément durant l'intervalle de l'événement pluvial carnien, la planète commença à réorganiser l'échiquier d'une manière qui, pour la première fois, fit que les dinosaures cessèrent de paraître une curiosité pour commencer à ressembler à un projet. Le point de départ est simple. Le CPE ne fut pas seulement une époque de pluie, ce fut un épisode qui modifia le climat global, accéléra le cycle hydrologique, remodela les paysages et poussa la biosphère vers une réorganisation. Dans la littérature, il est discuté comme un événement climatique et géochimique lié au volcanisme et à des perturbations du cycle du carbone, accompagnées de crises et de renouvellements écologiques. Cette combinaison, à elle seule, suggère déjà un effet typique de l'histoire naturelle. Lorsque l'environnement devient instable et que certains dominants chutent ou reculent, des niches s'ouvrent. Et lorsque des niches s'ouvrent, ce n'est pas le plus grand qui gagne. Gagne celui qui arrive à temps, celui qui se disperse, celui qui tolère la variabilité, celui qui peut transformer de nouvelles marges en territoires. Dans le monde antérieur, de nombreuses régions de la Pangée étaient marquées par l'aridité et des extrêmes saisonniers. Cela favorisait des écosystèmes où la survie dépendait de la tolérance aux sécheresses, du déplacement sur de vastes espaces et de l'exploitation de ressources concentrées dans des couloirs spécifiques. Le CPE introduisit une autre architecture, des plaines d'inondation, des rives instables, des marécages qui croissaient et s'effondraient, des forêts avançant sur des zones auparavant ouvertes. Ta source le décrit avec des images claires. Le retour de grands milieux humides, de marais et de forêts marécageuses, voire l'idée de lacs intérieurs énormes dans certaines régions. Ce paysage n'était pas seulement plus de végétation, c'était une mosaïque aux limites mobiles, et ce détail est fondamental pour comprendre l'essor des dinosaures. Car une telle mosaïque crée deux choses à la fois, des refuges et une nouvelle concurrence. Les refuges apparaissent lorsque le paysage se fragmente, des îlots de terrain ferme entre des zones inondées, des lisières forestières alternant avec des clairières inondables, des zones plus sèches reliées par des corridors riverains. La nouvelle concurrence apparaît parce que la végétation change et, avec elle, les régimes alimentaires, les routes et les points de rencontre. Dans un monde plus humide, un herbivore dominant qui dépendait d'un type de végétation ou d'une structure d'habitat plus ouverte peut perdre son avantage. Un prédateur qui chassait dans des espaces dégagés peut se retrouver face à une forêt qui lui coupe sa ligne de course. Un animal qui évitait la boue peut être contraint de la traverser. Le CPE, alors, ne met pas les dinosaures sur la table. Il leur construit des tables dans des lieux où elles n'existèrent pas auparavant. Dans ce contexte, l'un des processus les plus importants est le renouvellement des grands herbivores, associé dans de nombreuses études au Carnien. Lorsqu'un grand herbivore dominant recule, il ne laisse pas un petit vide, il laisse le vide de la biomasse, de la pression de pâturage, des schémas de dispersion des graines et de la structure de toute la chaîne alimentaire. Ce déclin ne signifie pas que les dinosaures ont gagné par absence, mais il signifie que, pour la première fois, il y a eu un espace écologique pour que des lignées dinosauriennes, encore relativement discrètes, commencent à se multiplier sans entrer en collision frontale avec des murs biologiques consolidés pendant des millions d'années. De plus, il existe un détail physique qui pèse plus qu'il n'y paraît lorsque le sol devient un facteur, la locomotion. Dans des environnements boueux, aux marges humides et aux surfaces irrégulières, l'efficacité du mouvement change de valeur.
Il ne s'agit pas de dire « les dinosaures marchèrent mieux » comme un slogan scolaire. Il s'agit de comprendre que certaines conceptions corporelles peuvent être plus polyvalentes lorsque le terrain cesse d'être ferme et uniforme. Un animal capable de maintenir le corps élevé, avec des membres qui supportent le poids sans traîner le ventre, peut se déplacer de manière plus fiable sur des sols meubles qu'un animal à posture plus étalée ou plus dépendante de la traction sur sol sec. Cette polyvalence est une assurance dans un monde où l'eau ne fait pas que tomber, mais transforme le sol. Et durant le CPE, le sol changeait à l'échelle continentale. Mais l'essor des dinosaures ne se comprend pas sans l'autre face de l'épisode, la dynamique des pulsations. L'idée d'une pluie perpétuelle est probablement exagérée, et il est plus réaliste de penser à des taux de précipitation bien plus élevés que la normale, avec des événements extrêmes intercalés, et aussi avec des régions où l'aridité persistait ou revenait. Cette alternance rend l'environnement plus exigeant, car elle oblige à survivre à la fois à l'excès d'eau et aux phases de séchage relatifs. Il ne suffit pas d'être adapté à l'humidité. Il faut tolérer la variabilité. Et là, de nouveau, les lignées dotées d'une capacité de dispersion, d'une reproduction relativement efficace et d'une large amplitude écologique trouvent un avantage. Certains registres proposent que l'événement ait eu une structure interne et que son début ait pu être rapide en termes géologiques de l'ordre de dizaines de milliers d'années. Cette vitesse relative ne laisse pas de temps aux adaptations lentes. Elle force des renouvellements, des migrations, des effondrements locaux et des recolonisations. Sur un continent aussi vaste que la Pangée, les gouvernants d'un écosystème peuvent dépendre de la stabilité. Si cette stabilité se brise et se brise plusieurs fois, les dominants perdent leur principal avantage, avoir construit un royaume fixe. Les dinosaures, Ocarniens, n'avaient pas encore un royaume fixe assez vaste à défendre. Ils avaient en revanche la possibilité d'occuper les marges et de croître dans le vide laissé par d'autres. Il existe aussi un aspect géographique qui rend cette histoire plus tangible. Le Carnien coïncide avec certains des registres les plus célèbres de dinosaures précoces. En Amérique du Sud, par exemple, les successions triasiques de bassins comme Ischigualasto-Villa Union constituent un cadre classique pour observer des communautés où cohabitent des dinosaures précoces avec d'autres archosaures et reptiles du Trias tardif. Le cadre du Carnien et son instabilité environnementale aident à expliquer pourquoi, à partir de cet intervalle, les dinosaures ont cessé d'être des épisodes isolés pour s'intégrer comme des éléments de plus en plus communs au sein de faunes diverses. La clé, donc, ne réside pas dans un unique miracle évolutif, mais dans l'accumulation d'avantages sous un monde remodelé. Davantage d'environnements riverains et de plaines, davantage de forêts et de zones humides dans certaines régions, davantage de fragmentation des habitats, davantage de renouvellement dû aux crises des dominants, et une dynamique climatique qui insistait pour pousser les systèmes vers la limite. Tout cela, additionné, produit un effet que l'on observe encore et encore en biologie. Une lignée qui semblait secondaire commence à gagner en présence, puis cesse d'être secondaire, puis devient un candidat naturel à la domination. Et pourtant, au Carnien, la domination n'était pas encore un fait accompli. Ce que le CPE a offert, ce fut la première grande rampe. À partir de là, le monde entrerait dans le Trias tardif avec des écosystèmes déjà réorganisés, avec des groupes qui avaient reculé et d'autres qui avaient profité de l'espace, et avec des dinosaures qui, pour la première fois, pouvaient cesser d'être une rareté pour devenir une force apparaissant encore et encore, dans des bassins différents et des communautés diverses, comme si la planète, après tant de pluie et tant de boue, avait décidé en silence que ces animaux pouvaient effectivement se maintenir sur le nouveau plateau qu'elle venait de dessiner.